Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour depuis le studio de Radio Clapas 93.5, qui est un peu délocalisé à cause du confinement, n'est-ce pas, pour votre émission bimensuelle, l'économie au service de l'homme. C'est aussi la devise du CJD, notre mouvement de dirigeants d'entreprises responsables qui osent être dirigeants autrement et qui vous propose cette émission. Alors, notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Et vous êtes au cœur d'une série dans laquelle on parle des objectifs de développement durable de l'ONU proposés pour sauver le monde. Ce sont les ODD et il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Ils sont universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Et aujourd'hui, on joue avec la question désormais cruciale de l'or bleu, soit de l'eau. Je suis Virginie, je dis bonjour à nos deux invités, Sophie Lehideux de l'association Kinaru et Mathieu Baïssé qui est hydrogéologue et que nous accueillons avec notre animatrice jeune dirigeante Lydia. Lydia qui lance une société de digital learning axée sur l'apprentissage des collégiens. Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Sophie Lehideux qui est fondatrice et la directrice de l'association Kinaru. Kinaru est une ONG qui travaille dans le domaine de l'accès aux services essentiels dans les milieux ruraux défavorisés, en Inde et en Afrique de l'Ouest. Elle a travaillé sur le terrain pour Kinaru de 2004 jusqu'en 2008 et elle travaille désormais depuis Montpellier avec les équipes locales en Inde et au Burkina Faso. Bienvenue Sophie. Avec nous, nous avons aussi Mathieu Baïssé, donc un jeune hydrogéologue de 31 ans qui a commencé sa carrière en Guyane pour mener des projets d'hydraulique villageoise, donc la prospection d'eau souterraine, la création de puits pour des villages isolés. Il part ensuite en Inde au sein d'un centre de recherche sur les eaux souterraines, puis en Jordanie où il mène des études pour évaluer les conséquences de la surexploitation d'une nappe phréatique et la dégradation de sa qualité. De retour en France, il est désormais directeur technique au sein d'Imajo, une filiale du groupe SOR. Bienvenue Mathieu. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, on a deux intervenants de grande qualité. Restez avec nous pour parler de l'eau. Et comme vous le savez, on commence à chaque fois avec une chronique pour mettre en perspective le sujet. Pour la première fois, ce ne sera pas moi que vous écouterez sur ce sujet. Vous allez avoir la joie d'écouter Lydia pour la chronique L'or bleu, le nouvel Eldorado. Qu'elle tombe du ciel ou extraite des nappes souterraines, l'eau est le nouvel Eldorado. Présente à 75% sur la Terre grâce aux océans, qui lui vaut le joli surnom de planète bleue, la part d'eau douce ne représente cependant que 3% de l'eau disponible et se trouve en grande majorité sous forme de glace. L'eau liquide de nos fleuves, rivières, lacs, etc. représente moins de 1% de l'eau disponible. Et cet or bleu est inégalement réparti sur notre planète. Si certaines régions du globe ne manquent pas d'eau, d'autres, parfois désertiques, subissent un stress hydrique qui devrait empirer d'ici à 2050. Mais dessaler les océans, n'est-ce pas la mer à boire ? Eh bien si, et qu'on se le dise, la mer n'est pas bonne à boire. La facture énergétique de la désalinisation de l'eau de mer est toujours trop élevée et constitue encore à ce jour une fausse bonne idée. Je voudrais bien éviter de vous noyer sous les chiffres, mais certains donnent le vertige. Sur les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes 6 milliards à posséder un téléphone portable, mais moins de 3 milliards ont accès à des toilettes et 2 milliards n'ont pas accès à l'eau potable. Avec un corps composé à 60% d'eau, nous ne pouvons pas nous en passer. En effet, si on peut tenir un mois sans manger, on ne survit pas à 3 jours sans boire. Toutefois, 90% de l'eau que nous consommons dans le monde l'est pour nos besoins en nourriture, notamment pour l'industrie agroalimentaire dont les besoins suivent la croissance démographique. Le 22 mars dernier se tenait la journée mondiale de l'eau sur le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». L'eau, c'est la vie. Et pas que la nôtre. Les eaux douces sont les habitats naturels de nombreuses espèces participant à la biodiversité de notre planète. Ces écosystèmes sont menacés par de nombreuses sources de pollution, individuelles, collectives, urbaines, industrielles ou agricoles. Le réchauffement climatique et son impact incontestable sur le cycle de l'eau vient ajouter la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un côté avec des phénomènes violents tels que des tempêtes et des inondations, pour le vider de l'autre avec des sécheresses et des températures extrêmes. Le monde va à volo. Le 7 décembre dernier, l'eau a fait son entrée en bourse. Riccardo Petrella, grand défenseur du droit universel de l'accès à l'eau, considère ce fait comme, je cite, « une nouvelle calamité de ces dernières décennies infligée à l'histoire de la vie sur Terre ». Et quand le puits est à sec, on sait le prix de l'eau. Les tensions géopolitiques autour de la question de l'eau
laisse présager que l'eau est bel et bien le nouvel or bleu du monde. Et les conflits seront inévitables si les pays ne font pas preuve de la sagesse de l'eau. Bref, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Certains pays, comme la Tunisie, consomment de l'eau virtuelle. De l'eau virtuelle? Mais pourquoi pas de l'eau en poudre tant qu'on y est? En fait, la notion d'eau virtuelle s'explique par le fait que le pays, vivant 30% au-dessus de ses moyens en eau, importe la majorité des céréales gourmandes en eau. Et pour cause, il est plus facile de transporter 1 kg de blé qui consomme 1000 kg d'eau que d'affréter cette eau en cargo pour faire pousser le blé en Tunisie. En France, bien qu'il existe des disparités en termes de disponibilité, l'eau potable coule du robinet. La question de l'eau est cependant indissociable de l'assainissement, mais aussi des réseaux de distribution. Si en France métropolitaine, il est rare que ce flot vital soit interrompu, dans ma Martinique natale et sa voisine la Guadeloupe, les coupures d'eau sont récurrentes et en raison de l'état vétuste du réseau et empoisonnent la vie de nombreux habitants. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. L'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé de France. Pourtant, il existe encore une certaine méfiance vis-à-vis de cette ressource qui fait de la France le 5e consommateur mondial d'eau en bouteille, dont la production pèse lourd sur la planète. Pour 1 litre d'eau embouteillée, il faudrait mobiliser en moyenne 100 ml de pétrole, 80 g de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau. Et pendant ce temps-là, 20% de l'eau potable à usage domestique part dans nos toilettes et presque 40% dans la douche. L'innovation dans le domaine de la purification est en progrès constant. La Vie, une start-up française par exemple, propose des purificateurs basés sur un procédé innovant consistant à exposer l'eau du robinet à un rayonnement solaire pour neutraliser entre autres le goût de chlore, ce qui permettrait peut-être à l'eau du robinet de gagner la bataille du goût qui pousse encore 64% des Français à la bouder. Toutefois, la tendance est plutôt à la prise de conscience et à la sobriété. 87% des Français accepteraient d'utiliser une eau issue de recyclage des eaux usées pour leur usage domestique et plus d'1 sur 2 irait jusqu'à la boire. Alors allez, on ne renonce pas, on se jette à l'eau. Merci beaucoup Lydia. Sophie, Mathieu, comment ça vous fait réagir cette chronique avec ces chiffres vertigineux que vous connaissez déjà probablement? Bonjour à tous. Ce sont effectivement des chiffres vertigineux qui mettent en perspective un peu le travail qu'on fait sur le terrain et pour Mathieu, j'imagine aussi en tant qu'hydrogéologue. Notamment moi, il y a un chiffre que je pourrais vous transmettre qui fait réagir à ce que vous disiez, Lydia. C'est l'eau en bouteille. En fait, 1 litre d'eau en bouteille coûte 1700 fois plus cher à produire qu'1 litre d'eau potable, sachant que cette eau potable est de très très bonne qualité et qu'elle n'a pas forcément de soucis sanitaires avec, quoi. C'est lié à la production du plastique nécessaire pour créer la bouteille? Alors c'est toute la production du litre d'eau potable en allant de la potabilité au nettoyage de l'eau, etc., puis à la production du plastique, de l'emballage, le réseau de distribution, enfin tous les frais liés à cette fabrication de bouteilles en plastique minéral. Et le recyclage du coup de ces bouteilles qui est effectivement très énergivore aussi. Alors Mathieu, du coup, c'est quoi exactement un hydrogéologue? Alors un hydrogéologue, c'est quelqu'un qui va s'intéresser donc à l'hydrogéologie, qui est l'étude des nappes phréatiques. Alors je peux peut-être expliquer en 20 secondes qu'est-ce que c'est une nappe phréatique, puisque ça parle pas forcément. Une nappe phréatique, c'est toute l'eau qui est contenue dans le sous-sol. Donc vous pouvez voir ça comme une grosse éponge. Donc c'est une eau qui est contenue dans le vide de la roche. Et de la même manière, si vous mettez votre éponge sous le robinet, l'eau va s'écouler et rentrer dans les pores de l'éponge. Et c'est là-dedans que vous allez stocker de l'eau. Et donc, suivant la géologie, c'est plus ou moins des bons réservoirs. Et du coup, l'hydrogéologue, il va s'intéresser à cette grosse éponge et s'assurer de 2 choses: qu'on respecte la quantité disponible dans l'éponge, qu'on ne surexploite pas une nappe phréatique. Et je vais rajouter des chiffres vertigineux à ce que vous avez pu énoncer, Lydia. Aujourd'hui, dans le monde, 1/3 des nappes phréatiques sont surexploitées. Donc c'est un enjeu colossal pour l'humanité dans les prochaines décennies. Et ensuite, le deuxième enjeu de l'hydrogéologue, c'est de s'assurer de la bonne qualité de l'eau souterraine. Tout l'enjeu de cet objectif de développement durable, ça va être qualité et quantité. Et pourquoi c'est encore plus important dans une nappe phréatique? C'est parce qu'on est dans le temps long d'une nappe phréatique, on est des géologues. Et une fois que l'eau de votre robinet, elle a pénétré dans l'éponge, elle peut y rester très longtemps. Il y a des nappes où ça fait plus de 2000 ans que l'eau a pénétré dans le sous-sol.
Et donc, on imagine que si on fait rentrer une pollution dans ces milieux-là, mais c'est une pollution qu'on lègue aux générations futures. Donc, c'est pour ça que notre société, dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe SOR, notre priorité, c'est de défendre l'eau et de garantir en quantité et en qualité, de respecter cette qualité, cette quantité des nappes phréatiques. Merci Mathieu pour ces explications. Du coup, je pense qu'on a tous compris. Je reviens sur Sophie. Donc, le but de l'association Kinaru est de venir en aide à certains pays qui ont des problèmes justement d'accès à l'eau. La première question qui m'est venue, c'est pourquoi, effectivement, même si c'est un sujet brûlant, pourquoi le Kinaru s'est impliqué particulièrement sur le sujet de l'eau? Alors, en fait, Kinaru, déjà, veut dire puits en langue tamoule. Donc, le tamoul, c'est la langue qu'on parle dans l'état du Tamil Nadu, qui est au sud de l'Inde. En fait, la question pourquoi l'eau revient à la création de Kinaru. Moi, j'ai effectué une mission dans un orphelinat pour petites filles intouchables qui était situé à Madurai, dans le sud de l'Inde. Et en fait, cet orphelinat parrainait 250 villages intouchables des alentours de l'orphelinat. Les enfants venaient de ces villages-là à l'orphelinat pour suivre une scolarité qui était pour eux pas évidente. Et en fait, dans ces villages-là, qui étaient donc de caste intouchable, quand on allait travailler là-bas, moi, je me suis très, très vite aperçue qu'il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de toilette. Et quand j'ai voulu monter une action solidaire pour continuer à travailler avec ce centre, avec lequel j'avais beaucoup bossé, puis on avait eu des vrais rapports humains, ils m'ont dit, si tu veux nous aider, je pense que le plus important à notre niveau, c'est l'eau potable et l'assainissement. J'étais une femme, le manque d'eau et d'assainissement touchait plus les femmes. Et c'était vraiment criant parce que dans les villages intouchables où on travaillait, il y avait des quartiers non intouchables qui avaient accès à l'eau, des quartiers intouchables qui n'avaient pas accès à l'eau. Et nos ingénieurs français, quand ils venaient, les Indiens leur disaient, la nappe phréatique est salée vers le quartier intouchable. Chez nous, elle n'est pas salée. Et ça rendait nos ingénieurs absolument fous parce qu'ils nous disaient c'est le seul pays au monde où on ne va pas partager l'eau à cause d'une caste ou d'un caractère social, quoi. Donc c'est ça qui a motivé un peu le but de l'association. Merci beaucoup. Effectivement, on parle des objectifs de développement durable et donc si sur le papier on parle de l'ODD numéro 6 de l'eau, c'est néanmoins un prérequis qui conditionne l'atteinte de tous les objectifs de développement durable, comme la bonne santé, l'accès à l'éducation, la production alimentaire énergétique et même effectivement la paix ou l'égalité des sexes. Et donc, vous avez des exemples, Sophie, criant effectivement des problématiques de l'eau dans ces pays. Mais en France, on est aussi, même si on est plutôt bien lotis, on a quand même des millions de personnes, des populations relativement dans des milieux précaires ou dans des bidonvilles, ou même, on parlait de problématiques en outre-mer, qui ont des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'accès correct à l'eau. Et donc, Mathieu, justement, je rebondis un petit peu sur Imago et qui appartient donc au groupe de la SOR, qui est le 3e acteur de l'eau en France, pardon. En gros, quelles sont vos actions chez Imago? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, effectivement, oui, comme vous venez de le dire, nous, on appartient au groupe SOR qui est spécialisé dans le traitement, la distribution, mais aussi la protection des ressources en eau. Et en fait, Imago, nous, on intervient sur le volet protection, donc comme je disais, tant sur la quantité que la qualité. Et on vient s'appuyer sur le numérique. Aujourd'hui, je pense que l'innovation va être un levier pour répondre à tous ces objectifs et ces chiffres qu'on vient d'énoncer. L'innovation va nous aider, en tout cas en grande partie, à relever ces défis. Et c'est ce que nous faisons à Imageo. Nous mettons le numérique au service de l'eau. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On vient mettre énormément de capteurs dans les ressources en eau, que ce soit dans les nappes phréatiques, mais aussi dans les cours d'eau, pour mesurer la quantité et la qualité. Et derrière, on a un centre de recherche qui permet d'élaborer ce qu'on appelle des algorithmes, donc ça va être des calculs, qui font aussi appel à de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment énormément de R&D qu'on fait ici à Montpellier. On est basé au nord de Montpellier. Et le but, c'est de fournir à des collectivités, mais également à des industriels, des indicateurs de qualité et de quantité, mais aussi de les prédire. On va faire donc tout ce qui est de la prédiction du risque sécheresse. Et le but, c'est de réduire les risques et d'anticiper les crises.
J'aime bien répéter que la meilleure gestion de crise, c'est celle qui n'a pas lieu et qu'on a évité. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de bâtir des territoires plus durables et plus résilients. Et alors, en fait, en gros, d'où vient l'eau que nous buvons en France ou même dans le monde? Ça vient d'où exactement? Alors, l'eau que l'on boit, elle vient à 70% des nappes phréatiques en France. C'est-à-dire que c'est pour ça que les nappes phréatiques sont extrêmement importantes, puisque 70% de l'eau qui est consommée vient des nappes phréatiques. Sophie parlait de l'Inde. Dans un pays comme l'Inde, c'est 90% de l'eau consommée qui vient des nappes phréatiques. Donc, globalement, l'enjeu de l'eau se situe en grande partie sur les nappes phréatiques. Et c'est ensuite, cette eau, elle est extraite via des puits. Et ensuite, elle va passer dans une usine de traitement. Donc, suivant la qualité des nappes phréatiques, il y a plus ou moins de traitements. Globalement, en France, si on parle de la France, 70% des nappes phréatiques sont de bonne qualité, donc ne nécessitent quasiment aucun traitement avant distribution. Mais il y a encore 30% où on a des usines, où il va falloir rabattre, par exemple, le taux de fer et de manganèse, parce que naturellement, dans la géologie, il va y avoir ces éléments-là, ou des pollutions d'origine humaine. Donc tout ce qui va être les nitrates, les pesticides, c'est des choses qu'on va devoir abattre, en tout cas enlever. Et ensuite, ça part dans des tuyaux pour arriver jusqu'à votre robinet. Donc il y a énormément de métiers pour rendre l'eau potable avant qu'elle arrive à votre robinet. On comprend que l'agriculture, l'industrie, enfin, au-delà de notre petite consommation domestique, sont énormément, je sais pas comment, hydrovores. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'on gère le fait qu'aujourd'hui, ils utilisent de l'eau potable pour des besoins qui ne le nécessiteraient peut-être pas? Alors, effectivement, l'agriculture en France, c'est 50% des eaux prélevées qui vont pour l'irrigation ou l'agriculture. Et en été, ça monte puisqu'il faut compenser les fortes températures, hein. On a connu la décennie la plus chaude sur Terre sur les 10 dernières années. Donc, il faut compenser ces fortes températures par de l'irrigation. En été, on monte à 70% de l'utilisation de l'eau pour l'agriculture. Et c'est là où, justement, des fois, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont pris pour interdire, parce que l'idée, c'est de ne pas surexploiter les nappes en France. Et on est vraiment dans un contexte de non-surexploitation. Donc ça, c'est pour les usages. Ensuite, pour les agriculteurs, ils viennent, donc c'est pas de l'eau traitée, dans la plupart du cas, c'est pas de l'eau traitée, c'est l'eau qui est directement de la nappe qui part dans les cultures. Donc ils utilisent très peu l'eau du réseau, hein, pour la simple et bonne raison qu'elle est beaucoup plus chère si on prend l'eau du réseau, parce qu'elle a eu ces traitements-là. C'est de l'eau brute. Mais par contre, effectivement, chaque été, vous entendez des arrêtés de restriction où on va interdire les usages si on voit qu'on est en train de vidanger la nappe trop fortement. On parle de l'eau et de la potabilité, mais on ne peut pas parler d'eau sans parler d'assainissement. Et je vais poser la question d'abord à Sophie, qui je sais justement parlait de la problématique de l'assainissement, et quels sont vraiment les enjeux on ne se rend pas compte ici, peut-être en France, mais que dans les pays, voilà, effectivement, en voie de développement, etc., l'assainissement est criant. Enfin, ce besoin est criant. Alors, effectivement, l'assainissement est criant. Et d'ailleurs, pour compléter un peu ce que disait Mathieu et ce que vous disiez, Virginie, en France, on utilise de l'eau potable pour la chasse d'eau et pour les toilettes. Et c'est quelque chose qui est incroyable parce que, par exemple, quand on va en Inde, dans les villages d'intervention de Kinaru, les femmes n'ont pas d'accès aux toilettes. Elles font de la défécation à ciel ouvert. En Inde, il y a une contrainte culturelle qui est très forte, qui existe peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas peu, je pense. C'est que au sein d'une même famille, les femmes et les hommes ne vont pas utiliser les mêmes toilettes. Donc, les zones de défécation à ciel ouvert vont être différentes. Et nous, on ne peut pas construire de toilettes pour les femmes et les hommes. On est obligé de construire des toilettes pour les femmes et les enfants, et dans un autre côté du village pour les hommes. Tout ça pour dire que le besoin d'assainissement est criant en Inde. Il est aussi divers parce que selon les modalités culturelles et les usages culturels des uns et des autres, nous, en tant qu'ONG, on s'applique à mettre en place des ouvrages qui seront utilisés par les habitants et qui correspondent à leurs habitudes culturelles. Donc, quand on travaille au Burkina Faso ou quand on travaille en Inde, on ne va pas monter le même type de toilette. Et du coup, ce besoin-là est très important et très relié à la culture, à l'eau, etc., bien sûr. On voit qu'il y a des pays qui sont sous grosse pression de manque d'eau. Je crois qu'il y a l'Israël, par exemple, qui a travaillé énormément sur la circularité, sur l'économie circulaire de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus avancé sur cette question-là?
c'est en train d'arriver et ça arrivera de plus en plus fortement. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans une situation d'abondance et on est toujours dans une situation d'abondance. La France a plus d'eau que ce qu'elle consomme. Elle a 2 fois plus d'eau que ce qu'elle consomme ramenée par habitant. Le problème de la disponibilité en eau, ça va vraiment être l'été. L'été où les consommations, on l'a dit, du monde agricole sont à 70% et où là, on a besoin de beaucoup d'eau à des périodes où il y en a le moins. Donc, cette question se pose maintenant de plus en plus et avec le changement climatique, les sécheresses, la fréquence des sécheresses est en train d'augmenter. De manière générale, la fréquence des événements est en train d'augmenter. Les inondations, on a de plus en plus d'inondations. Le gel, on vient de sortir d'un événement extrême de situation de gel qui a fait des grosses catastrophes, des grosses calamités agricoles. Donc on voit que le changement climatique en fait rebat les cartes et accélère en fait ces phénomènes de tension et qui fait que des questions qu'on ne se posait moins, maintenant on est obligé de se les poser. Et ce qui explique que les pays qui sont en avance dans ces questions-là, comme Israël, on peut aussi citer Singapour qui est un exemple en termes de gestion de l'eau, sont des pays qui ont eu affaire à la rareté avant nous, ou l'Espagne par exemple, parce que en fait ils ont été touchés plus vite par ces questions-là, et je pense qu'on pourra ensuite parler de justement comment on s'adapte à cette nouvelle réalité et qu'ont fait ces pays et qui va arriver chez nous. Effectivement, on voit que la technologie pourrait être le levier, je dirais, incontournable pour faire face aux challenges futurs. Et je sais par exemple qu'il existe des récupérateurs d'eau contenus dans la rosée, donc notamment dans des zones désertiques qui sont souvent dans des zones tropicales ou subtropicales, où il y a beaucoup d'humidité dans l'air mais très peu d'eau disponible. Donc je sais qu'effectivement il y a pas mal de nouvelles technologies qui se mettent en place, et idem pour l'assainissement avec du lagunage ou effectivement des solutions d'assainissement grâce à des plantes. Sophie, est-ce que vous, par exemple, chez Kinaru, quel genre de système de captation d'eau vous avez mis en place ou d'assainissement? Alors, au niveau de l'eau, en fait, en Inde, on avait une contrainte, c'était que les zones où on était étaient très très sèches. On a une belle usine Coca-Cola qui fore très profondément juste au-dessus de la région dans laquelle on est. Et du coup, à un moment, les études hydrologues nous disaient de forer à plus de 100 mètres, ce qui était beaucoup trop. Et on avait des forages qui étaient à sec une bonne partie de l'année parce que la mousson baisse et que les pluies baissent et que du coup, les nappes se rechargeaient peu. Du coup, depuis cette époque-là, on a décidé d'arrêter les forages, surtout dans cette région-là. Et maintenant, on met en place avec une ONG indienne des systèmes de filtration qui sont en fait à sable lent. Donc, c'est pas une innovation énergétique incroyable parce que nous, on travaille dans des villages où il n'y a pas d'électricité. Donc, on ne peut pas mettre en place des installations avec des installations solaires, etc. Pour nous, c'est encore trop compliqué. Et ces systèmes de filtration à sable lent ont la capacité de générer 3000 litres d'eau par jour par système. Et ensuite, cette eau est potable à 99,99%. Donc, on fait des tests d'eau tous les 6 mois. On vérifie la qualité de l'eau qu'on distribue. Et s'il y a des problèmes de pollution, on est amené à trouver d'autres systèmes de dépollution. Au niveau de l'assainissement, pareil, en Inde, dans la région où on travaille, les femmes n'étaient pas du tout sensibilisées à la question des toilettes. Et puis, du coup, très réfractaires à la question des toilettes sèches puisqu'elles ont besoin d'eau pour se laver après leurs besoins. Et du coup, on met en place des toilettes normales avec chasse d'eau qui sont équipées de systèmes de décantation des eaux usées qui sont des bassins en fait de décantation. Il y a 8 bassins de décantation qui permettent aux eaux usées de se dépolluer. Et en fin de ce système-là, on installe des roseaux, des plantations de roseaux et des jardins vitrines. Avec le temps, on a même réussi à installer des potagers biologiques qui sont alimentés en eau par les eaux usées. Évidemment, il y a des systèmes des systèmes de garde-fous et de contrôle de la qualité de l'eau, mais on arrive sur des petites échelles à réaliser ce type d'innovations qui sont plutôt des innovations frugales que techniques en fait. Merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment très intéressant. On reprend dans quelques minutes après un court entracte. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, une association de 5500 dirigeants d'entreprise qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Grégoire nous fait découvrir son inspiration musicale du jour. À tout de suite.
Bonjour à tous, c'est l'heure de l'intermède musical, une petite pause de musique histoire de respirer et si possible en lien avec le thème du jour. Aujourd'hui, je vous propose le fameux Fela Kuti, inventeur de l'afrobeat, avec un morceau de rigueur, Water No Get Enemy. Bonne écoute. láwẹ̀ omi ló máa lò. If you want go wash, na water you go use. Tó o bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ omi ló máa lò. If you want cook soup, na water you go use. Torí bá ń gbóná omi lẹ̀rọ rẹ o.
head dey hot, na water go cool am. Tọmọ bá ń dàgbà, omi ló máa lò. If your child dey grow, na water him go use. If water kill your child, na water you go use. Tómi bá pamọ́ ẹ̀ o, omi náà ló máa lò. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o. Nothing without water. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o. Omi yóò lọ́ọ̀ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Omi yóò lọ́ọ̀ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. If you fight them unless you wonder. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. If you fight them unless you wonder. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Omi yóò lọ́ọ̀ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. At the talk of black man power. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. At the talk of black power, I say. Iná gẹ́gẹ́ ni. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. If you fight them unless you won't die. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Omi yóò lọ́ọ̀ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Omi yóò lọ́ọ̀ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Et nous reprenons nos échanges avec Sophie Lehideux de l'association Kinaru qui travaille sur l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des pays en développement. Mathieu Baïssé qui est hydrogéologue au sein du groupe SOR, entreprise spécialiste de l'eau et de la propreté. Nous sommes avec Lydia dans l'économie au service de l'homme, l'émission du CJD. Mathieu, on enchaîne tout de suite par rapport aux échanges précédents. Pourquoi c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui en France, cette question de l'eau? Alors, c'est un enjeu majeur parce qu'on va devoir composer dans les années futures avec une baisse de la quantité. Et on doit en même temps maîtriser sa qualité. Et avant de vous parler du futur, je vais vous parler du passé. Parce qu'on entend beaucoup avec les accords de Paris, il faut que la température reste en dessous de plus 1,5 degré. Et ça ne parle pas forcément aux auditeurs et au grand public. Globalement, moi, si j'habite en Bretagne, qu'il fasse plus 1,5 degré, je suis plutôt content. Parce que du coup, je pourrais aller à la plage plus facilement et c'est plutôt bien. Et je vais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire plus 1,5 degré sur les années passées. Globalement, depuis les années 50, la température de la France, à peu près partout, a augmenté de 1,5 degré, à peu près, que vous soyez à peu près partout. Et la conséquence de ça, c'est que les plantes consomment plus d'eau, il y a plus d'évapotranspiration. La fréquence des pluviométries est en train de se modifier, donc c'est-à-dire qu'on enregistre plus d'événements extrêmes et plus d'inondations, mais surtout on enregistre aussi plus de sécheresse. Dans les années 60, sur 10 ans, on avait à peu près 3 épisodes de sécheresse, c'est quelque chose de naturel, ça revient tout le temps. Ce qui est différent, c'est qu'aujourd'hui, on en a plutôt 6 tous les 10 ans. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut composer les étés avec la sécheresse. Et ça coûte énormément à la société française. Les indemnités sécheresse, c'est 900 millions chaque année pour compenser le manque économique sur ces sécheresses-là. Et je vais vous donner pourquoi ça va être de plus en plus important, les chiffres du GIEC. Donc ça, qu'est-ce que c'est plus 1,5 degré, ce qu'on a mesuré, déjà je vous parle de quelque chose de réel, et on est capable de savoir si on projette ça dans les 30 prochaines années, qu'est-ce que ça va donner.
Et du coup, J'ajoute qu'on a, en fait, dans cette série d'émissions, on a aussi parlé de climat et de biodiversité et je me permets du coup d'insister sur l'importance de ce point parce qu'en fait, les impacts sont multiples et c'est comme des répercussions qui résonnent sur énormément de sujets de notre environnement. exactement. Et sachant que l'eau est la base de l'économie, la base de la vie dans les deux sens, hein, et que c'est peut-être s'il y a un ODD qui est prioritaire, parce qu'il ne peut pas y avoir les autres ODD s'il n'y a pas l'eau. Et alors l'eau que nous dit le GIEC pour les années à l'horizon 2050, de manière générale, donc la température va augmenter de plus 1,5 degré, donc ça c'est les accords de Paris, mais ça pourrait augmenter à 3, et donc je vais parler pour plus 1,5 degré, mais si on va à 3, ben, ça sera pire. Le débit des cours d'eau va baisser de 10 à 40%, et 40% c'est pour le bassin Adour-Garonne, le sud-ouest, donc vous imaginez 40% de débit en moins dans les débits, dans les cours d'eau. Et les nappes, la quantité d'eau dans les nappes, selon les territoires, va baisser jusqu'à 25%, et ça va atteindre 50% dans le sud-ouest, dans le bassin Adour-Garonne. Donc vous voyez que là, ça change la répartition, ça change beaucoup de choses, et ça veut dire qu'il y a un enjeu très fort d'adapter nos territoires à cette nouvelle réalité qui va de plus en plus se rapprocher à ce qu'est l'Espagne. En fait, donc ça se fait, mais ça change complètement l'eau dans nos territoires. Ça fait un peu peur, Mathieu, quand on regarde comme ça. Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter d'aller à cette catastrophe? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Bon, de mon côté, personnellement, je pense que la réponse doit quand même être globale, institutionnelle et entière, car nous, citoyens, on peut faire beaucoup de gestes qui sont vertueux et qui sont positifs, qui nous entretiennent dans une action et je pense qu'au CJD, vous êtes acteur et vous savez bien l'importance d'agir, mais ce sera difficile si ce n'est vu que du côté citoyen. Nous, à notre échelle, Kinaro, on a lancé en 2016 un petit challenge sur les réseaux sociaux, mais qui nous a mis un peu dans une action plus ludique que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on a lancé une page Facebook donc qui s'appelle Wash in 5 Challenge. On demande aux gens, en fait, en France, une douche moyenne dure 9 minutes. On demande aux gens d'essayer de réduire leur douche à 5 minutes, ce qui permet d'économiser 40 litres d'eau par douche. Donc ça a une action sur la facture, ça a aussi une action un peu sur l'environnement, mais surtout ça nous met dans un processus un peu d'économie et d'attention à la ressource. Une fois que la douche de 5 minutes est prise, la personne qui la prend peut faire un selfie avec sa main. Le selfie, elle nous le poste, elle nous l'envoie par mail, enfin, elle nous le communique. Et nous, toutes les 125 photos prises, toutes les 125 douches prises de 5 minutes, ce qui permet d'économiser en tout 5 000 litres d'eau, on met en place un petit partenariat avec une entreprise qui n'est pas forcément d'ailleurs une entreprise hydraulique, et on installe des filtres à eau dans les écoles en Inde. L'idée, c'est d'économiser de l'eau ici pour la redistribuer virtuellement là-bas. Comme on est une ONG, on est souvent amené à demander des sous aux gens et c'est une posture qui est un peu, entre guillemets, pénible à force. Et donc là, c'était un moyen de faire participer les gens de manière gratuite et puis de les solidariser un peu autour de ce but-là à un niveau totalement familial et une petite échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, on voit bien que la douche, c'est un petit acte du quotidien, mais qui peut faire une grosse différence sur la longueur. Quels sont les autres actes du quotidien qu'on gagnerait à intégrer déjà chacun à notre niveau, même progressivement, pas forcément du jour au lendemain? Faire attention à sa vaisselle, toutes les actions en fait qui utilisent de l'eau, que ce soit le remplissage de la piscine, l'arrosage automatique, la façon de faire sa vaisselle, de se brosser les dents, etc. C'est vrai que c'est des petits changements qui peut-être représentent peu, mais au final, je pense que additionner les uns aux autres, ça fait énormément d'économies. Puis c'est surtout une façon de prendre en charge son quotidien qui soit plus respectueuse de ce qu'on peut avoir, quoi. Alors, je suis maman de 2 adolescents et clairement, je me bats quotidiennement pour leur faire prendre conscience du gaspillage de l'eau, qui non contents de vider le ballon d'eau chaude, mais en plus, ils consomment une quantité assez astronomique de l'eau. Bon, ils ont plein de cheveux comme moi, mais comment, voilà, effectivement, infléchir. Et je crois que il existe, j'avais pensé à des compteurs d'eau et des petits trucs, en fait. Pareil, j'ai pensé effectivement à la technologie pour venir un petit peu en aide pour leur faire prendre conscience de la quantité d'eau qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, c'est compliqué, surtout pour un adolescent, de se rendre compte de la quantité d'eau qu'il peut utiliser sur une douche où il dort en fait sous l'eau pendant 20 minutes.
Je crois savoir qu'il y avait effectivement des petits trucs en fait que vous aviez peut-être mis en place, Nous, Sophie. nous, on a des sabliers qui font 4 minutes. Je n'ai pas trouvé de sablier de 5 minutes. On a des sabliers de 4 minutes. Il y a pas mal de solutions qui existent maintenant au niveau pommeau de douche connecté. Nous, on a travaillé sur le hackathon Eau et Ville avec le pôle Agropolis. Et il y avait pas mal de solutions qui existaient de pommeau de douche connecté où, en appuyant sur un petit bouton, vous savez quelle quantité d'eau vous avez utilisée, vous savez le niveau de la nappe de votre région, vous savez quelle est l'influence sur votre facture, etc. Il y a plein de projets qui sont en cours de construction là-dessus et qui vont, je pense, dans les années à venir, aider le consommateur à avoir une utilisation plus ergonomique de sa ressource. Très bien, merci. Je pense, du coup, je vais investiguer pour les pommeaux de douche connectés, parce que je suis fan de technologie. Je crois savoir aussi que Kinaru fait partie de la coalition Eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Sophie? Oui, tout à fait. Donc, la coalition Eau, c'est un réseau de 31 ONG qui travaillent sur l'eau et l'assainissement. Il y a des grosses ONG comme Action contre la faim, Hydraulique sans frontières, Initiative Développement. Il y a des plus petites structures comme Kinaru, comme Morija, etc. Et en fait, le but de cette coalition Eau, c'est d'influencer les décideurs, d'essayer de travailler sur des plaidoyers communs avec les collectifs avec lesquels on peut travailler, par exemple sur le Forum mondial de l'eau. C'est de produire des expertises et de valoriser les solutions de chaque ONG. Par exemple, là, on a travaillé sur une note sur l'eau et le genre, donc comment les ONG peuvent intégrer la question du genre dans leur projet d'accès à l'eau. Et c'est un réseau qui est fort, solide et qui permet à l'eau et à l'assainissement d'être défendu au niveau global et national. Merci beaucoup, Sophie. Quand on voit aujourd'hui des levées de boucliers sur le fait que le projet de loi climat ne va pas assez loin, et en particulier sur la question de l'eau, quels sont les messages que vous aimeriez voir passer au niveau du gouvernement français, voire européen? Alors en fait, le changement climatique et l'eau ont un lien, sont des enjeux majeurs, mais parce que le changement climatique se manifeste principalement sur les effets, par ses effets sur l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des modifications de régime de précipitation, il y a la désertification, il y a l'augmentation du niveau de la mer. Toutes les conséquences que le changement climatique va créer sur l'eau sont énormes et je pense qu'on en a peu conscience, nous, en tant que citoyens, parce qu'on a peu conscience finalement des liens. On entend parler, vous aurez des tempêtes, vous aurez des tsunamis, etc., mais il y aura des phénomènes beaucoup plus forts que ça. Et du coup, la coalition Eau souhaiterait, la coalition et tous les autres collectifs avec lesquels elle travaille sur ces questions, souhaiterait que la loi climat aborde de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus importante la question de l'eau, qui est vraiment une ressource majeure de ces questions de changement climatique. Et alors Sophie, Mathieu, en fait, en préparant avec vous, on s'est rendu compte que vous aviez quand même un point commun, même si vous ne vous connaissiez pas avant cette émission, c'est la Fondation SOR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Mathieu, et puis Sophie, de comment vous travaillez aussi sur ces projets-là? Oui, effectivement, la fondation SOR, donc c'est SOR qui vient accompagner financièrement et puis aussi en termes de ressources humaines. Par exemple, il y a des hydrogéologues de mon équipe qui travaillent actuellement sur des projets à Madagascar, qui vient accompagner donc du coup les ONG pour défendre l'eau et améliorer la quantité et la qualité. Je rappelle toujours ce duo qui va nous suivre tout au long de l'émission, améliorer la quantité et la qualité des eaux dans les pays où il y a encore beaucoup de travail à faire, et notamment en l'Inde, où nous avons pu travailler avec l'ONG Kinaru. Effectivement, j'en profite pour passer le bonjour à Laurent Maillard, qui avait été notre contact principal à la Fondation. Nous, on a sollicité la Fondation sur un projet en Inde il y a, je pense, 3 ou 4 ans. C'était un projet où, en fait, on réalisait des accès à l'eau, des accès aux toilettes, gestion des déchets et des potagers biologiques dans le district de Teni en Inde. On a réalisé 10 villages sur ce gros projet et la Fondation SOR a été un de nos cofinanceurs. Donc, c'était une belle expérience et effectivement, le fait que des entreprises puissent mettre à disposition des ONG les compétences et les cerveaux de leurs salariés, pour nous, c'est des puissants leviers. On a souvent eu l'occasion de travailler avec des ingénieurs comme ça et c'est vrai que c'est des aides très importantes qui sont parfois plus essentielles que les sous. Alors, on arrive vers la fin de cette émission. Lydia, est-ce qu'il y a une dernière petite question qui vous taraude? Je pense qu'on en a plein.
des questions. Je pense qu'il faudrait faire 2-3 émissions sur sur l'eau. J'ai pensé effectivement qu'on n'a pas parlé de l'impact que pourrait avoir l'eau sur la paix et les impacts qu'il pourrait y avoir sur les guerres qui peuvent parvenir à cause de réfugiés climatiques. Par exemple, c'est le cas en Inde et son voisin. Le Bangladesh qui il il s'entredéchire à cause de problématiques de réfugiés climatiques à cause d'un barrage sur le Brahmapoutre. On n'a pas évoqué non plus forcément l'eau qui est rentrée en bourse, qui pourrait devenir une valeur marchande et le danger que ça peut représenter pour l'accès à l'eau, l'accès universel, parce que le droit à l'eau et à l'assainissement est devenu un droit universel depuis 2010. Mais la dernière question, je dirais un petit peu en gros, avec quoi vous voudriez, chers invités, que nos auditeurs repartent? S'il y avait un dernier petit mot, un petit mot de la fin, avec quoi ils pourraient repartir pour, par exemple, je sais, Mathieu, il me semble qu'il y a des petits trucs que vous avez sur la fondation, sur la SOR pour savoir les sécheresses qu'il y a autour de nous et comment interagir, etc. Ou Kinaru. Donc n'hésitez pas, par exemple, à nous donner des petits trucs pour les auditeurs, pour qu'ils puissent repartir avec un petit bagage, pour qu'ils y pensent sous la douche. Je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que en termes de quantité et de qualité, on va devoir composer avec moins d'eau et de manière globale dans le monde, une qualité de l'eau qui est en train de se détériorer. Donc face à ça, il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter, ça se joue à toutes les échelles. Il n'y a pas une solution, c'est une multitude de solutions. Vous avez parlé du citoyen, comment il s'adapte. Le levier va se faire au niveau des territoires, au niveau politique, pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Et ce que nous faisons, le groupe SOR, nous aidons les collectivités françaises à s'adapter. Et pour s'adapter, je pense qu'il y a quatre leviers. Un, ça va être sécuriser l'alimentation en eau. Donc, on va faire appel à l'innovation. On va pouvoir faire des interconnexions entre différentes sources d'eau pour faire des transferts d'eau d'un endroit où il y a de l'eau vers un endroit où il n'y en a pas. On va pouvoir, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais réutiliser les eaux usées traitées. C'est quelque chose qui va augmenter dans les prochaines années. Aujourd'hui, on ne réutilise que 1% de l'eau usée traitée. En Espagne, ils sont à 13%, notamment pour l'irrigation. Et c'est quelque chose qui va se développer. On va pouvoir recharger artificiellement les nappes phréatiques, c'est-à-dire quand il y a de l'eau en hiver, l'injecter dans les nappes pour augmenter le niveau des nappes. Donc on voit qu'on a plein de solutions pour sécuriser. Ensuite, c'est ce que nous faisons Imageo, nous allons piloter, c'est-à-dire qu'on va utiliser le numérique pour savoir quand prélever au bon moment les eaux et savoir comment utiliser ces eaux en temps réel, donc le pilotage. D'ailleurs, j'en profite aussi pour nos auditeurs. Si vous voulez savoir quel est le stress hydrique proche de chez vous, Imageo, nous avons une vocation d'entreprise citoyenne engagée. Nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle infosécheresse.fr, qui est libre d'accès, sur lequel vous pouvez voir quel est l'état des ressources en eau, de la pluviométrie, des cours d'eau proximité de chez vous. Et donc, il vous permet de savoir où on en est. Ensuite, plutôt d'un point de vue des territoires, là c'est plutôt d'un point de vue politique territorial, il va falloir s'adapter. Il va falloir adapter l'agriculture, les systèmes d'irrigation. Côté collectivité et industrielle, nous allons augmenter le rendement de nos réseaux pour avoir moins de pertes d'eau. Et le dernier levier, vous en avez parlé, et c'est ce que vous faites, et je vous remercie dans cette émission de le faire, c'est l'éducation. Vous nous avez donné la parole pour sensibiliser sur ces enjeux-là. Et globalement, plus on arrivera à embarquer de monde pour voir que ce challenge, c'est vraiment un des plus gros défis qu'on a devant nous pour l'humanité. C'est vraiment très important. Et je finirai par ça. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille une lecture. C'est un ouvrage d'Éric Orsena, qui a fait le tour du monde pour parler de l'avenir de l'eau. Un ouvrage qui a 10 ans, mais qui est de plus en plus vrai. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, et dans ce livre, pour voir que cet ODD est le plus important, il y a cette phrase, et je finirai là-dessus: au commencement de toute humanité est l'eau. Au commencement de toute dignité, de toute santé, de toute éducation, de tout développement. Dans l'ordre des priorités, rien ne précède à l'eau. Donc vraiment, passons à l'action, il y a beaucoup à faire.
Merci beaucoup Mathieu, c'est superbe et un très beau mot de la fin. Est-ce que vous pouvez juste nous citer le titre du livre auquel vous faites référence pour nos auditeurs? Ah oui, alors c'est l'avenir de l'eau. Je pense même c'est petit précis de mondialisation, l'avenir de l'eau. Eric Orsena, et vraiment c'est pas du tout technique, il raconte des histoires, il a fait le tour du monde des problématiques, il va en Inde, il va en France, il va en Amérique du Sud, et vraiment on en apprend énormément. Donc je vous conseille cette lecture pour voir tous les enjeux qu'il y a autour de cette belle ressource. Du coup, le petit précis de l'eau écrit par Eric Orsena. Et aussi, vous faisiez référence à la plateforme Info Sécheresse qui permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus concrète de l'état de l'eau autour de chez nous. Exactement. Partout où vous soyez, il y a des points de mesure. Et par exemple, si vous êtes à Montpellier, vous pourrez voir que le Lez aujourd'hui a un débit conforme à la moyenne et que tout va bien à Montpellier. Ouf, on est soulagé. Et Sophie, un mot de la fin, une perle avec laquelle vous voulez que les auditeurs repartent aujourd'hui? Alors, ça va être difficile de faire mieux que Mathieu niveau mot de la fin, mais moi, je le rejoins sur le livre d'Eric Orsena qui est très très bien. Non, alors le mot de la fin, je dirais, n'hésitez pas à boire de l'eau du robinet, à faire vos Wash in 5. On a pas mal de ressources infos sur le site de la Coalition Eau et qui permettent d'approfondir un peu toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les mois à venir sur toutes ces questions. Donc, il y a pas mal de participation citoyenne qui peuvent être faites aussi au niveau des ONG. Il y a beaucoup d'ONG qui se mobilisent sur la question. Donc, je pense que pour ceux qui sont intéressés et passionnés par cette question, il y a plein d'actions à mettre en place selon chacun. Et économisons l'eau pour ne pas en avoir soif. Et donc, nous, on a soif d'action et on vous remercie en tout cas d'avoir contribué à nous éclairer sur tous ces sujets passionnants. Alors, quand même, notre émission, l'économie au service de l'homme, touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, c'est l'heure de votre chronique sur l'intelligence collective. Anne, notre jeune dirigeante, vous livre des trucs et astuces, des expériences que nous valorisons dans notre association pour être plus intelligent à plusieurs que tout seul. Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette 11e chronique consacrée au développement de la sécurité psychologique dans les équipes. Souvenez-vous, nous avons évoqué dans la chronique précédente l'idiotie fonctionnelle. Cette norme de groupe ou culture d'entreprise qui favorise principalement l'obéissance aveugle et idiote, la peur et la compétition entre les salariés. Au contraire de ce versant sombre de l'intelligence collective, on peut créer dans les équipes une ambiance, une atmosphère de confiance dans les autres et dans l'équipe. Pour Amy Edmondson, qui a étudié cette culture qui favorise notamment l'apprentissage, la sécurité émotionnelle est la certitude partagée par tous les membres d'une équipe que celle-ci représente un filet de sécurité vis-à-vis de la prise de risque relationnelle. La sécurité émotionnelle peut être implicite ou explicite. Cela n'a aucune influence sur sa qualité et elle n'est en rien similaire à de la cohésion de groupe. En effet, pour privilégier la cohésion du groupe, on peut retenir sa prise de parole, ses critiques, ses remarques ou questions, alors qu'en zone de sécurité émotionnelle, on dispose d'un espace d'expression sans jugement qui autorise une parole libérée. La sécurité émotionnelle implique une confiance interpersonnelle et un climat de respect mutuel où chacun se sent libre d'être lui-même. Avec quels outils peut-on créer et accompagner le développement d'une telle norme d'équipe? L'un des plus simples et souvent sous-estimé est l'inclusion. Toute réunion, toute présentation devrait commencer par une inclusion. J'irai même plus loin en précisant que la première inclusion à réussir, c'est celle de l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Se sent-il accompagné, respecté, valorisé? Le processus d'inclusion d'un salarié à son embauche est un outil extrêmement puissant quand il est réussi pour lui faire partager les valeurs, les missions et l'embarquer dans l'aventure collective et commencer à ancrer en lui la possibilité d'une liberté d'échange. Au contraire, certaines arrivées dans l'entreprise vous signifient que vous n'en êtes qu'un rouage, que votre opinion n'a aucune importance et dans ces conditions, la confiance n'est pas évidente, n'est-ce pas ?
La plus simple des inclusions dans les réunions, c'est le tour de table. Cela produit un minimum de reconnaissance et favorise la mémoire transactive. Cette élémentaire courtoisie que l'on doit aux participants est hélas trop souvent oubliée. Le tour de table peut comprendre des éléments d'expression plus ou moins personnels. L'inclusion qu'on appelle météo consiste à donner, au-delà de son identité, des éléments sur son état émotionnel. On utilise souvent les images du soleil, des nuages, de l'orage, de l'arc-en-ciel comme métaphore de son état intérieur. Je vais très bien, j'ai choisi la carte du soleil, ou bien mon humeur est mitigée et j'ai choisi la carte de l'éclaircie entre nuages et soleil. Un peu de la reconnaissance de l'état émotionnel de l'autre se dit ainsi en début de réunion, suscitant de la compréhension et finalement pour les participants, l'autorisation d'être soi-même, plus ou moins en forme, avec des émotions. Beaucoup d'inclusions diverses existent qui permettent d'entrer dans une proximité plus ou moins importante. Des jeux de questions plus ou moins piquantes suscitent un lâcher-prise par rapport aux masques que souvent nous portons en public pour cacher nos peurs et nos supposées faiblesses. L'ajustement d'imago est une des inclusions que je préfère, par sa puissance au service de l'authenticité de chacun et du groupe. La notion d'imago de groupe est issue des travaux d'Éric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. En voici sa définition. L'imago de groupe est toute représentation mentale, consciente, préconsciente ou inconsciente de ce qu'un groupe est ou devrait être. Et en effet, dès que nous sommes en groupe, nous éprouvons le besoin de connaître les personnes présentes. Qui êtes-vous? Comment je vois le groupe et comment je me vois dans le groupe? C'est l'imago du groupe. Tant que les gens ne se connaissent pas, il y a risque de mise à distance, de méfiance, de compétition ou de conflit. La première chose à faire est donc d'apprendre à se connaître. Petit à petit, les ajustements vont s'opérer. On ne se sent pas tout de suite intégré au groupe, il faut du temps. C'est ce qu'on appelle l'ajustement de l'imago du groupe. Au stade final de cet ajustement, chaque membre joue le jeu du groupe. Il appartient au groupe et s'en est approprié la culture. En pratique, comment animer un ajustement d'imago? En 2 temps. Commencez par indiquer le cadre. Indiquez le temps de parole, par exemple 1 minute par participant. Chacun répond à la question posée, donc tous les membres vont y répondre à tour de rôle. Interdiction d'intervenir ou de poser des questions, on écoute. Et il y aura autant de tours de table que de questions. Et dans le 2e temps, lancez les tours de table avec des questions de plus en plus piquantes. Votre nom, prénom, âge, le statut professionnel et personnel, le métier, l'entreprise, les différents métiers éventuellement. Quelle est la météo du participant? Demain, j'ai 365 jours de congé gratuits, qu'est-ce que j'en fais? Mon rêve de gosse, c'était quoi? Mes gamelles professionnelles, mes succès professionnels, l'image que les autres ont de moi, ce qui me convient, ce qui me convient moins. Qu'est-ce qui me motive, m'émeut dans le travail que je fais? Quel est mon dernier kiff, mon dernier coup de gueule? Quelle est ma prochaine destination de vacances? Et si j'étais un animal, quelle célébrité j'inviterais à dîner? Quelle est la chose sans laquelle je ne peux pas vivre? Autant de questions que vous pouvez poser aux participants pour qu'ils y répondent les uns après les autres. Et si vous cherchez des questions vraiment engageantes, je vous propose de vous inspirer d'un questionnaire composé de 36 questions que vous trouverez sur Google en tapant quelque chose du style 36 questions pour tomber amoureux, qui a été fait par des chercheurs en 2015. Je vous en partage une pour vous accompagner jusqu'à notre prochaine chronique. Y a-t-il quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé? À bientôt! Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme, consacrée à la question de l'or bleu. Un grand merci à Sophie Lehideux de l'association Kinaru, à Mathieu Baïssé, hydrogéologue pour le groupe SOR. Merci à Lydia, notre jeune dirigeante, à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD.
avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Vous retrouverez les replays de cette émission sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et aussi maintenant sur Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, Teacher, iTunes. Vous ne pouvez pas nous rater. D'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.